Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémoire du XXe siècle. Déjà paru. Zisla Belliatmorgensztern. La photographie Pithiviers 1941. La mémoire de mon père 2012. Serge Boucher de Farin de l'Ain au Danube. Témoignage de vétérans de la Première Armée française 1944 à 1945, 2012. Gabriel Balic, Saison de guerre, note d'un combattant de la Grande Guerre 2012. Jean Duclos, note de campagne 1914 à 1916 suivie d'un épilogue 1917 à 1925 et commenté par son fils, Louis-Jean Duclos collectif Artois 1914-1915e 2012. Odette Abadi, Terre de détresse. Birkenau, Bergen-Belsen, nouvelle édition 2012. Sylvie Douche, correspondance inédite à des musiciens français. 1914 à 1918, 2012. Michel Ribonne, Jour de colère 2012. François Marquis, Pour un pays d'orangers, Algérie 1959 à 2012, 2012. Jacques Rongier, Ma campagne d'Algérie tome 1 et 2, 2012. Michel Feldman, Le carnet noir 2012. Jean-Pierre Côme, Algérie, Souvenirs d'ombre et de lumière 2012. Claude Soubest, Une saison au Tchad 2012. Paul Ollier, Algérie mon amour 2012. Anita Nandriscudla, 20 ans en Sibérie. Souvenirs d'une vie 2011. Gilbert Barbier, Souvenirs d'Allemagne, Journal d'un STO 2011. Alexandre Nicolas, Sous le casque de l'armée 2011. Dominique Camusso, 100 jours au front en 1915. Un sapeur du Quercy dans les tranchées de Champagne, 2011. Dédicace. À mes arrière-grands-parents Clémence Moreau et Charles Murat et à leurs enfants. Famille Moreau-Murat. Lucien Murat en haut à droite. À mes enfants Sophie et Anouar. À mes petits-enfants Yumna et Siméon. Avant-propos. Lucien Murat, mon grand-oncle. En 2007, lors du règlement de la succession de ma mère, je découvris dans une boîte en carton une très vieille sacoche de cuir rouge avec 3 larges compartiments intérieurs remplis de documents serrés les uns contre les autres. Se trouvait là une collection de 4 carnets de la guerre de 1914 à 1918, des lettres, dessins, cartes postales, photos, coupures de journaux, cartes routières, le tout en bon état 90 ans après. De cette précieuse découverte, je tirai une lettre. Elle était adressée à ma chère maman et signée Lucien. Ce fut pour moi une grande surprise. Lucien était mon grand-oncle, et je savais seulement que durant la guerre de 1914 à 1918, il avait été blessé et porté disparu en 1917. La sacoche de cuir rouge avait été précieusement gardée par mes arrière-grands-parents, mais surtout elle avait été transmise de Clémence, mon arrière-grand-mère, mère de Lucien, à sa fille Angèle, ma grand-mère, qui elle-même l'avait confiée à sa fille Micheline, ma mère. Ces passages récurrents de la sacoche rouge, de mère à fille et de femme à femme, m'interpellèrent amplement, et me fit considérer les documents qu'elle contenait comme un legs que ma grand-mère Angèle me concédait personnellement. Il me sembla alors indispensable d'archiver ces écrits, afin de réhabiliter le souvenir de ce jeune homme au vécu très court de soldat, durant la Première Guerre mondiale, entre l'automne 1915 et avril 1917, ce grand-oncle méconnu de moi est resté muet dans la mémoire familiale. La lecture de tous ces documents me replongea non seulement dans l'histoire de la Grande Guerre, mais surtout dans celle de ma famille, du côté maternel. C'est avec beaucoup d'intérêt et d'émotion que j'entrepris ensuite le travail de transcription la plus fidèle de l'ensemble des 4 carnets, des lettres de Lucien et de ses amis poilus. À travers tous ces documents, je découvris et appris à connaître un jeune homme enthousiaste, poète, habile à croquer quelques instants de vie, sensible, profondément humain malgré ses diverses contradictions et de grandes convictions quant à ses choix personnels. De ce grand-oncle, il me reste un seul souvenir marquant. Une parole simplement. Alors que j'étais encore jeune adolescente, ma grand-mère Angèle me dit un jour : « Tu sais, le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, c'est peut-être Lucien. » J'appris ainsi par ma grand-mère l'existence de son frère aîné tragiquement disparu. Elle ne put m'en dire plus, sinon que tous deux avaient été très proches dans leur relation fraternelle. Le tissu familial.
Mes arrière-grands-parents étaient issus chacun de grandes fratries. 7 sœurs du côté de mon arrière-grand-mère, née Clémence Moreau, dite Clémentine, toutes pourvues d'un métier, chapelière, brodeuse, couturière, etc., du côté de mon arrière-grand-père Charles Murat, une sœur et 5 frères. Tous deux étaient natifs de l'Allier, Clémence de Commentry et Charles de la commune de Durdal-la-Requille. Selon la tradition familiale, la famille Moreau, nombreuse dans cette région, fut originaire de l'Andalousie. Clémence et Charles eurent 5 enfants, Lucien l'aîné, puis Angèle, Thérèse décédée de tuberculose à l'âge de 33 ans, Robert, et enfin Jeanne décédée d'une maladie de cœur à l'âge de 30 ans. Ces deuils à répétition restèrent pour ce couple comme autant de blessures secrètement enfouies en eux. Nulle plainte à donner à voir, le simple fait d'être encore en vie semblait prendre le pas sur la fatalité des événements. Charles Murat, mineur à Brassac-les-Mines dans le Puy-de-Dôme, s'installa avec sa famille à Ozala-Combel au lieu-dit le Saut-du-Loup, au bord de l'Allier. De santé trop fragile pour envisager le travail de mineur, son fils Lucien fut embauché comme comptable aux mines de Brassac. Lucien Murat. Le 30 octobre 1914, au conseil de révision du canton d'Issoire, on trouve Lucien Murat un peu faible pour le service armé. Pour lui, c'est le découragement. Quelques jours plus tard, le 3 novembre 1914, presque âgé de 19 ans, il prend la décision de s'engager comme volontaire. Par 2 fois il réitère sa demande, le 4 décembre 1914 et le 18 mars 1915. Sans succès. 4 textes écrits à cette période, dont le premier la veille du Conseil est daté du 29 octobre 1914 et exprime fortement tous ses espoirs d'être enrôlé pour la défense de son pays. Le 16 décembre 1914, toujours refusé par le Conseil de révision, il s'adresse à un ami dont il envie la chance de partir servir la France, et le 31 mai 1915 il écrit une lettre à ses camarades exaltant la revanche de 1870. La 4e lettre s'intitule « La semaine du départ ». Son contenu est enthousiaste. Car cette fois, après avoir fourni un consentement de ses parents et un certificat de bonne vie et mœurs, Lucien voit sa demande acceptée. Et c'est apparemment en pleine connaissance de cause qu'il consent à sa destinée, sans doute affermi en cela par le bourrage de crâne lié à son époque, mais aussi mu par une conception romantique du héros se sacrifiant pour un idéal. Il n'est pas inconscient, il ne part pas la fleur au fusil en chantant la Marseillaise et vite déchantant. Il part au combat de son plein gré, parfaitement conscient des dangers qu'il encourt, désireux de les vivre au jour le jour jusqu'à en mourir. L'école et le départ pour le front. Lucien Murat part faire ses classes à la caserne de Roanne le mercredi 8 septembre 1915, puis à celle de Charlieu où il restera jusqu'au 8 janvier 1916. Durant ces 3 mois, il note chaque jour sur son carnet les différents enseignements théoriques et pratiques de la vie militaire, destinés à faire de lui un bon soldat. Il semble heureux d'acquérir des connaissances dans ces différentes disciplines, et fier de réussir tout ce qu'il entreprend. Il fait preuve d'un grand enthousiasme. Le 19 octobre 1915, il est nommé chef de table, puis élève caporal le 22 octobre. Dans son texte Souvenir de la caserne, il relate avec beaucoup de détails ses efforts pour accomplir les exercices physiques et militaires, et se réjouit des compliments de ses supérieurs. Il est sociable, aime les parties de football, le cinéma, la nourriture, et fait montre de courage et de volonté pour surmonter ses handicaps physiques de départ, taille trop petite, constitution trop frêle, corpulence trop menue. Le 8 janvier 1916, il est incorporé dans le 98e régiment d'infanterie et rejoint les lignes à Resson-sur-Mât près de Compiègne. C'est pour Lucien le baptême du feu, tranchées, veilles, bombardements, combats aériens. Le 24 février, il part pour Verdun et dans son second carnet d'écrits après coup, les assauts des tranchées, les déplacements de troupes sur les lignes de front, les soldats blessés, tués, le froid, le vent, la neige, la faim. Le lundi 13 novembre 1916, il est nommé caporal Fourier mais écrit-il: Je refuse le galon, ce qui a le don de ne pas plaire au lieutenant qui m'enlève ma citation. Il renonce à la nomination et préfère aller combattre dans les tranchées. Je laisse la place à un plus vieux que moi au bureau. En janvier 1917, il se trouve en Haute-Marne et se dirige vers Saint-Quentin où les combats font rage. Les dernières lignes de son journal portent la date du jeudi 12 avril 1917. Au matin du 13,
Lucien est grièvement blessé au combat de la Biette, devant Saint-Quentin, puis porté disparu. Les recherches de la famille et les enquêtes officielles demeureront infructueuses. Présentation du manuscrit. Les écrits transcrits des 4 carnets de guerre de Lucien Murat relatent la vie quotidienne du jeune engagé et de ses camarades durant les 3 mois passés à la caserne de Roanne et celle de Charlieu où il a fait ses classes, puis les 15 mois où il a combattu dans les tranchées et en campagne. Ils sont étayés par des dessins, des photos, des coupures de journaux. Une correspondance assez régulière, riche et variée, complète le manuscrit ainsi que des cartes postales, envoyées par ses amis conscrits de la classe 1913 avant son engagement, et qui parvenaient à Lucien chez ses parents au Saut du Loup. Toutes ces lettres sont très instructives, à la fois sur le déroulement de la guerre et sur le vécu des soldats. Se trouvent également rassemblées ici les lettres que Lucien écrivit à sa famille, et notamment à sa mère. Ces lettres témoignent de son attachement filial et de sa sensibilité. Certaines sont très émouvantes, mais toujours pleines de confiance et d'un indéfectible courage patriotique. Il n'oublie pas non plus son frère et ses sœurs plus jeunes, dont il suit les études avec intérêt et sérieux. C'est aussi par ces courriers que nous apprenons l'existence de Marguerite Chapelier, dite Margot, ou Guité, sa fiancée, à laquelle il écrit des poèmes et qu'il revoit à chaque permission. En annexe, les chroniques consacrées à la guerre et à la diplomatie de juillet 1914 à septembre 1915 attestent de l'intérêt que portait Lucien Murat aux événements qui secouaient alors l'Europe. D'hier à demain. À leur retraite, mes arrière-grands-parents retournèrent vivre près de Durdalarquy au lieu-dit, au Remoret, où durant mon enfance je passais quelquefois mes vacances. Charles Murat, assis à califourchon sur sa chaise en bois devant la porte de sa maison, surveillait une toute petite fille espiègle couchée sur la route et qui écoutait les bruits de la terre, tandis que Clémence la fortifiait du sang de lapin poêlé pour être en bonne santé. Et je ne puis me rappeler sans émotion les belles promenades dans les champs avec ma grand-mère Angèle, envers qui j'ai toujours éprouvé une immense tendresse. À mon tour, je dédie ce manuscrit à mes 2 enfants et mes petits-enfants déjà nés ou à venir, comme empreinte de notre histoire familiale. Françoise Figus. Lucien Murat, Roanne 1915. 1914, l'engagement volontaire. Lettre A. Le 3 novembre 1914. Monsieur le commandant du bureau de recrutement de Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme. Je lis dans le journal d'aujourd'hui qu'on va rappeler à leurs corps respectifs, les embusqués. Croyant que cet appel vise les employés de bureau, secrétaires, courriers, etc. Je viens vous demander une petite faveur. Voici mon cas. Je suis de la classe 1915, ajourné le 30 octobre dernier par le conseil de révision de Jumeaux, canton d'Issoire, de notre département. On m'a trouvé un peu faible pour le service armé. Poids tout nu, 95 livres, hauteur 1,58 m, mensuration entre la poitrine et la taille, 73 cms. Donc je devrais repasser en mai, m'a-t-on dit. Après la décision du conseil, j'étais très découragée, mais comme je sais que je ne pourrais rester ici et ne rien faire pour aider mon pays en un si grave moment, je viens me proposer pour remplir une fonction au régiment quelle qu'elle soit. Je me tiens à votre disposition pour contre-visite ou page d'écriture, etc. Je suis comptable à la mine de la Combelle. Je souffre quand je pense que tous mes camarades plus âgés se font tuer à la frontière pour moi, que mes amis de la classe vont partir les rejoindre et que moi seul, qui ai tant de désirs et d'idées militaires, suis obligé de rester ici. Je vous demande pardon, monsieur le commandant, mais de grâce, si vous avez une petite faveur à accorder, faites-la moi, je vous prie. Je voudrais faire quelque chose, n'importe quoi. Qu'un embusqué parte, et je suis à vos ordres pour le remplacer n'importe où, n'importe quand, demain s'il le faut, même si j'ai à travailler jour et veillée. Je suis anxieux, et j'attends réponse impatiemment, monsieur le commandant. Si je réussis, si vous vous laissez toucher, ce sera une grande consolation. Je ne me croirai plus bon à rien. Cela me fera faire un grand pas vers la vie militaire, et enfin je serai plus près de ceux qui se lancent en avant là-bas. Dans l'attente d'un seul mot favorable, veuillez bien agréer monsieur le commandant,
mes salutations les plus respectueuses et mes remerciements anticipés les plus sincères. Un jeune qui veut bien servir sa patrie, et qui est capable de tenir un fusil tout comme un autre. 6 juin timbre pour réponse. Murat Lucien. Comptable. Mine de la Combelle par Brassac-les-Mines, Puy-de-Dôme. Réponse du lieutenant-colonel commandant le recrutement. Monsieur. Je prends note de votre désir. Mes salutations. 4 novembre 1914, signature Esso. Seconde lettre. Le 4 décembre 1914. Monsieur le commandant du bureau de recrutement de Clermont-Ferrand. Je vous prie de m'excuser, monsieur le commandant, si je prends encore la liberté de vous écrire. Mais je voudrais savoir si ma demande est acceptée, si je puis faire un soldat, suivant mon grand désir. Je suis celui qui vous a offert de repasser la visite, pour aller remplacer un des embusqués que l'on envoie au feu. Je vous le répète, je suis à votre disposition et pourrai me rendre au bureau de recrutement quand vous le désirerez. Si vous ne pouvez m'accepter comme comptable de quelque façon que ce soit, je crois pouvoir être assez robuste pour faire un infirmier, un courrier cycliste, un sapeur-aviateur, etc. Enfin, ce que je puis vous certifier, monsieur le commandant, c'est que plus que jamais j'ai l'idée et la volonté de faire quelque chose pour aider ma patrie. C'est vous dire, monsieur le commandant, qu'une faveur de votre part fera ma plus grande joie. Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie, monsieur le commandant, d'agréer mes salutations les plus respectueuses et mes remerciements les plus sincères. 50 Murat, comptable aux mines de Brassac, Puy-de-Dôme. PS. Pourrais-je me présenter à Clermont un dimanche matin? Réponse du lieutenant-colonel commandant le recrutement. Monsieur. Si vous désirez contracter un engagement, adressez-moi les pièces suivantes. A. Bulletin de naissance. B. Certificat de bonne vie et mœurs. C. Consentement de vos parents, si vous n'avez pas 20 ans révolus, toute signature légalisée astérisque. Faites-moi connaître votre adresse exacte. Je vous convoquerai ensuite pour la visite médicale. Mes salutations. Clermont-Ferrand le 5 décembre 1914, signature Esso. Troisième lettre. Brassac, le 18 mars 1915. Monsieur le commandant. Quand je me suis présenté à votre bureau, en décembre dernier, pour repasser le conseil de révision, comme à journée de la classe 15, vous m'avez dit de me fortifier et de revenir en février ou mars, car il n'y avait pas assez longtemps que j'avais été visité. 30 octobre à Jumeaux. Fort de cet appui, je viens vous prier, monsieur le commandant, de bien vouloir m'accorder la faveur que je sollicite de votre bienveillance, en vous rappelant les paroles que vous m'avez dites. Donc, je désire à nouveau repasser le conseil. Mes aptitudes physiques sont meilleures que l'an dernier, j'ai pratiqué du sport et fait du poids et de la gymnastique élémentaire. Enfin, mon idée étant toujours de rejoindre au plus vite mes camarades de la 15 qui vont au feu, je vous serai très reconnaissant de vouloir bien m'aider à y parvenir. J'espère donc, monsieur le commandant, que vous voudrez bien avoir la bonté de m'envoyer une feuille de convocation et je me rendrai de suite à votre bureau. Avec mes remerciements, et en espérant de toutes mes forces que vous donnerez suite à ma demande, veuillez agréer, monsieur le commandant, l'assurance de mon profond respect. Murat Lucien. Comptable, mine de Brassac, Puy-de-Dôme. Adresse exacte, au Saut du Loup par Ozat-sur-Allier, Puy-de-Dôme. Réponse du lieutenant-colonel commandant le recrutement. Monsieur. Adressez-moi les pièces suivantes. A. Bulletin de naissance. B. Certificat de bonne vie et mœurs. Faites-moi connaître votre adresse exacte. Je vous convoquerai en temps utile pour passer la visite médicale, signer et rejoindre le corps. Mes salutations. Clermont-Ferrand le 19 mars 1915, signature Esso. Acte de naissance de Lucien Murat. Certificat de bonne vie et mœurs. Premier carnet. Mercredi 8 septembre 1915, 27e avril 1916. En ouverture de ce carnet, Lucien Murat adresse au lecteur sous forme de lettres 4 textes, 2 écrits en 1914 et 2 en 1915. 1914. La veillée des armes. La veille du conseil. Cher ami. Nous voici arrivés au 29 octobre 1914,
c'est-à-dire à la veille du conseil de révision de notre classe de 1915. Demain, les jeunes gens de 19 ans iront en groupe recueillir de la bouche du major ces 4 mots, bons pour le service. Nos aînés, les amis de la 14 servent déjà la patrie sous les plis du drapeau. En hâte, ils profitent des jours précieux qu'on leur donne pour apprendre le métier. Les uns visent la cible, les autres cirent les bottes, d'autres montent à cheval ou tirent du canon. Et tous les jeunes de 20 ans seront bientôt près de leurs frères, là-bas, à la frontière de l'Est. Faut-il laisser la place vide aux casernes ? Jeunes de 19 ans, la France nous appelle, souvenez-vous de 70, souvenez-vous des malheurs du pays, du courage de nos pères. Nous fûmes battus mais jusqu'à l'espoir de la revanche. La revanche, elle est là. Elle est là, telle que l'on rêvait de glorieux morts disparus trop tôt. Debout Gambetta, debout vous de taille et vous vieux déroulèdes, vos fils ont entendu vos cris, ils vont vous venger. Demain, ils vont prendre la place de leurs camarades partis, et Dieu voudra bien qu'un jour arrive où ils iront avec eux repousser sous leur baronnettes le barbare ennemi trop longtemps supporté. Debout les cœurs, nous sommes à la veillée des armes. N'ayons pas peur, allons-y l'âme fière. Allons mourir pour la patrie. Espérons cependant que nous reviendrons tous. Partons heureux. Laissons les lâches se retrancher derrière leurs basses paroles et crier les mains dans les poches. Bah, ils sont assez sans moi. Lucien Murat. Le départ. Au départ de mes camarades de la 15. Le 16 décembre 1914. Cher ami. Mais qu'est-ce donc que la mobilisation ? Je croyais que c'était l'union de tous les hommes, de tous les cœurs et de toute âme pour la défense du pays. Je croyais qu'il fallait aller tous là-bas, porter son corps et son fusil pour arrêter l'envahisseur. Et je n'y ai pas droit, non, c'est trop pour moi. C'est trop beau sans doute de tomber sous les balles et de mourir pour la patrie, pour son Dieu et pour la France, puisqu'on n'y accepte pas tous ses enfants. Patience, ah oui, ayez patience, criez-moi patience, quand je vois mes amis, tous mes bons vieux camarades embrasser leurs parents et partir en chantant pour là où le devoir appelle. C'est ma vie qui part avec eux. C'est ma joie, c'est un sourire qui les accompagne et qui se termine par un pleur. Partez, vous les bienheureux, vous que la chance favorise quant à moi. Patience. Patience, mais voici 4 mois qu'elle me console, 4 longs mois qu'elle me retient. Le temps passe, les espoirs s'envolent comme une fumée blanche et disparaissent tous pour ne plus revenir. Au revoir, chers amis, la France vous appelle. Les femmes et les enfants de notre grand pays vous veulent pour soutenir les époux et les pères. Oh partez, partez tous, frappez pour ceux qui ne le peuvent. Plus tard revenez-nous en vainqueurs glorieux, et l'histoire en parlant de vous dira. Saluez, il fut de 1914. Lucien Murat. Aux morts. De 20 ans. Le 31 mai 1915. Ainsi vous partîtes un jour, mes chers amis, un jour qui pour moi est si cher et qui me vit pleurer. Les gars de la 15 partaient pour le devoir, partaient pour la revanche et partaient pour mourir. Pourtant ils souriaient. Si longs mois sont passés. Et le cœur solide comme celui des vieux guerriers, la tranchée vous a vu tous prêts à vous lancer, bien des vôtres sont morts. Déjà, ô vous les survivants, vengez-les tout bien, pour un frère tombé, tuez un ennemi. Vous gars de 20 ans qui versez votre sang, sachez, oh, sachez bien que longtemps dans l'histoire on parlera de vous. Un lâche vous dirait. Je suis mieux chez moi qu'au à l'assaut, lequel a le plus d'honneur. Répondez-lui cela, vous le verrez se taire. Oh mes chers amis, nous autres la réserve, nous irons vous aider et près de vous, nous franchirons le Rhin, car Dieu maintenant a exaucé mes vœux. Arras, nom d'angoisse, nom qui vibriez votre classe 15. Arras, qui éveille l'idée de votre belle offensive. Alain, Carency, qui vous vit charger et prendre canon, le bois le prêtre, qui vous a vu bondir sur l'ennemi. Alsace, Terre Sainte, tous ces noms irréductiblement sont liés aux vôtres. Ils vous ont vu souffrir, braver et mourir. Bravo, ô jeunes de 20 ans. Lucien Murat. Enfin mon tour. La semaine du départ. Le 30 août 1915. La patience obtient souvent récompense, dit-on. C'est vrai, je suis heureux de la constater. 13 mois. 13 longs mois j'ai patienté, et je suis aujourd'hui récompensé. Je suis à la veille de mon départ sous les armes.
Mon tour d'aller au front approche à plus grands pas. Oh rêve, rêve chimérique. Peux-tu enfin te réaliser? Moi, pouvoir tuer ces bandits allemands, moi, venger enfin mes chers amis qui sont tombés sous leurs coups, moi, pouvoir dire: j'ai servi la France, j'ai fait quelque chose, j'ai fait mon devoir. Oh Dieu merci. Ténacité fait parfois réussir bien des projets. Je suis exaucé. Merci de me faire vivre de si beaux instants. Camarades de 20 ans, je vais vous retrouver, tenez encore bon, m'y voilà, nous combattrons ensemble. Je vous apporte le souffle de la France, je vous apporte le baiser d'une mère, la pensée d'un ami, je vous apporte un petit souvenir du pays qui vous est cher. Et je vous dis à tous: amis, fils de la France, le pays a son espoir en vous. Jeunes soldats, nous voici réunis. Unissons nos efforts sans crainte de tomber, sans crainte de défaite. Allons-y de l'avant pour que les ennemis fixés sur notre sol se voient enfin jetés jusqu'au bord du Rhin. La revanche est pour nous. Vive les soldats de 1915. Vive la France. Lucien Murat. Livret militaire, première page. Prière à la Sainte Vierge de la Combelle. Ô Marie, Vierge de la Combelle, humblement prosternée à vos pieds, nous venons implorer votre protection miraculeuse. Devant les épreuves qui nous attendent, les terribles dangers qui nous menacent, nous abandonnerez-vous? Oubliez nos faiblesses, nos égarements, nos fautes. Écoutez les accents de notre foi et de notre repentir et ne vous séparez jamais de nous. Conduisez-nous dans les combats, soutenez notre courage et nos forces devant l'ennemi. Guidez nos bras et nos armes, soyez notre rempart, soyez notre bouclier. Nous vous confions toutes nos espérances et nos consolations, toutes nos peines et nos souffrances. Sans réserve, nous vous consacrons nos personnes et nos vies afin que par votre intercession et vos mérites, toutes nos actions soient faites en vue de vous plaire. Bénissez notre départ, bénissez notre retour, bénissez vos enfants et permettez que tous ensemble, ils puissent, en vous donnant le doux titre de miraculeuse, vous remercier et vous prier à jamais. Sainte Vierge de la Combelle, bénissez-nous. Lucien Murat. Le départ à l'école de l'armée. Mercredi 8 septembre 1915, 6h22. Premier jour. Trouver un copain au maître de Vergne. Il habite Saint-Amand-à-Lande. Un autre à Clermont habite cette ville et un jeune prêtre classe 15 très gentil qui s'offre à voyager avec nous. Voyage très gai, mouvementé, trop de voyageurs. Nous étions en seconde. Le contrôleur nous montrant la consigne, nous force à monter en troisième ou à attendre le train suivant. Plus de place. En jouant de culot, nous nous asseyons sur notre baluchon dans un couloir de troisième où nous sommes enfin casés. Arrivés à Roanne. Après avoir traversé de belles plaines aux beaux pommiers et noyers chargés de fruits, et laissé derrière nous la chaîne des monts du Forêt, traversé par un tunnel de 1 minute et un tiers de voyage, nous arrivons dans la belle gare de Roanne. Nous sortons, buvons un verre au restaurant puis nous mangeons dans un autre et nous laissons nos caisses, ensuite nous allons reconnaître la caserne. Après une balade en ville jusqu'à 5 heures, nous entrons à la caserne, on nous inscrit à la mobilisation, et on nous classe mes 2 amis et moi à la 28e compagnie, que nous allons retrouver à notre caserne. Nous entrons à la 2e escouade où nous retrouvons le prêtre que nous avions quitté à la gare. Nous devenons proprios d'un lit, des affaires de cuisine. À 7 heures, après la soupe et le bouillon de riz laissé, tour de vin à la cantine. Coucher 9 heures. Extinction 9h30. Plaisanterie jusqu'à 10h. Bougies éteintes. Ronflement. Sommeil à 10h30 jusqu'au matin. Jeudi 9 septembre 1915. Réveil à 4h30, sonnerie. 10 minutes après, tout est debout, il fait à peine jour, brouillard. À 5h15, le lit est défait puis plié drap, couverture, polochon en tas au pied du lit. Balayage. Pain à 6h pris avec un café assez sucré, mais il y a bien 3 quarts d'eau. À 7h, départ à Verlet pour habillage. Retour avec effet civil sous le bras. Il est actuellement 10h. Et on se prépare pour la soupe. Coupe de cheveux avant de manger. Repas, soupe garnie avec bœuf, macaroni. Puis le chef monte sur la table avec un pot et une grande cuillère en bois et crie. Confiture. Je ne vois pas mais tends ma gamelle quand même.
et j'ai le plaisir de bouffer de la vraie confiture aux abricots avec les 40 ou 50 copains qui bouffent au réfectoire par table de 12. Le tout arrosé d'un quart de vin. Repas en somme assez bon. Repos sur les lits jusqu'à 2h30. À 2h30, rassemblement et marche autour de la cour. Rapport. Marche au camp de la Loire, exercice, instruction, discipline, salut, respect, repos, puis retour à la caserne. Nous faisons notre lit. Soupe à 6h, soupe grasse, bouillie de pommes de terre écrasées, bonne, pas de vin. Quartier consigné, défense de sortir. Appel à 7, 8 et 9h. De 7 à 8h, on mange le poulet à la cantine. À 8h appel, au lit, sommeil à 10h30 jusqu'à 4h30. La lettre aux parents, dessin de Lucien Murat. Vendredi 10 septembre 1915. Réveil à 4h30. À 5h30, rassemblement des 8 escouades. Exercice de la veille pour les nouveaux arrivés. Coupe des cheveux. Exercice par section jusqu'à 10h. Repas et quart de vin. Bataille de Polochon à la Chambrée. À 2h30, départ. De 3 à 5h30, exercice sur le terrain d'aviation à environ 4 km de la caserne. À 6h, soupe et quart de vin. Coucher à 9h, après l'appel. Samedi 11 septembre 1915. Réveil à 4h30. Rassemblement complet de 10 escouades qui forment 2 sections et une compagnie. 10 escouades de 20 hommes plus 2 hommes égale 202 hommes. Marche par section puis par compagnie. Sonnerie de régiment par les tambours et clairons. Marche au pas en musique, autour de la cour. Placé par ordre de taille, je passe à la 9e escouade. Après la soupe, repos jusqu'à 2h30. Revue de vêtements dans la cour, et de chambrée par le lieutenant. À 8h30, au lit 9e escouade. Sortie demain. Dimanche 12 septembre 1915. Réveil 6h. Repos jusqu'à 10h. Rassemblement en habit. Photo. Soupe à 10h30. Sortie à 11h30. Promenade au coteau. Friture. Rentrée à 8h30. Coucher après l'appel. Lundi 13 septembre 1915. Réveil 5h. Exercice, pas de gymnastique, école du soldat, études sur le fusil, 6 pièces principales, montage et démontage. Rassemblement à 9h, données profession, lieu et date de naissance. Soupe. Visite le soir à 13h30. Resterai-je soldat après la visite d'incorporation, oui? Non. Bien passé. Vaccination anti-typhoïdique. Prêt et paquet de tabac. 3 jours de présence, cela fait 3 sous ou un paquet de tabac. 2 jours ne valent que 10 centimes, de sorte que les soldats de cette catégorie donnent 1 sou pour avoir le paquet. Repos. Soupe. Sortie, promenade sur le boulevard. Mardi 14 septembre 1915. Réveil 5h. Théorie toute la journée dehors et dans la chambre, à cause des engourdissements et maux de tête causés par le vaccin. Salut à 6 pas. Un copain se présente en courant pour saluer le caporal dans la chambre. Pour s'arrêter, il glisse, tombe sur ses fesses et reste ébahi devant les rires de la chambrée. Un autre dit que le capitaine a 4 galons, le lieutenant-colonel 5, le colonel 6, etc. Mercredi 15 septembre 1915. Matin, exercice dans le terrain de la Loire jusqu'à 10h. Patates, soupe, repos. De 1h à 3h, théorie sur le champ d'aviation. À 3h30 distribution, caserne Verlet, d'une chemise, du sac, du bidon, ceinturon, cartouchière et bretelles. Entrée à 6h à la caserne. Coucher 7h. Jeudi 16 septembre 1915. Lever 5h. Exercice jusqu'à 10h30. À midi, nettoyage autour de la cour de la caserne. De 1 à 4h, marche, course, rassemblement, exercice sur le champ d'aviation. Vendredi 17 septembre 1915. Tout va bien. Lever 5h. À 9h30 marche de 12 km, aller et retour. C'est une belle promenade de 2 heures avec 2 pauses. Une au 4e et une au 8e kilomètre. Nous avons musette et bidon. Nous passons à Mably puis longeons le canal et revenons sur la grande route Est, allée des Peupliers. À midi, nettoyage de la cour. De 2h à 5h,
exercice au champ d'aviation sous un soleil brûlant, le sous-lieutenant nous commande. Soupe couché à 8 heures. Samedi 18 septembre 1915. À 6 heures rassemblement. Exercice dans la cour, mouvement et pas de gymnastique. À midi, rassemblement, tous les lits sont placés dehors, défaits, les chambrées sont lavées à grande eau, fenêtres et carreaux, tout est lavé. Puis on nous divise en 3 sections, fort, moyen, faible. Je me trouve moyen à la 8e escouade, caporal Chattard, ancien ami de la 2e escouade. Dimanche 19 septembre 1915. Lavage des vêtements, treillis, bourgerons et pantalons, chaussettes, chemises et mouchoirs. Soir, promenade, friture, rentrée à 9 heures. Lundi 20 septembre 1915. À 6 heures, exercice sur le terrain d'aviation jusqu'à 9h30. Soupe à 10h30. Deuxième vaccination. Théorie sur le fusil dans les chambres jusqu'à 5 heures. Le fusil modèle 86, modifié en 93, se compose de 6 parties principales. Le canon et la boîte à culasse. La culasse mobile. Le mécanisme à répétition. Les montures fût et crosse. Les garnitures, embouchoir à quillon, grenadière, rosette, battant de crosse, plaque de couche et ses 2 vis. L'épée baronnette et son fourreau. Mardi 21 septembre 1915. Je suis de chambre, je balaie, bien que j'ai le bras gauche fatigué et mal de tête. Rassemblement à 6 heures. Théorie jusqu'à 10 heures sur l'hygiène, le fusil et les marques extérieures de respect. Le soir de 1 à 4 heures, continuation des théories. Le lieutenant visite la chambre et se trouve content. Soupe à 5h30. Mercredi 22 septembre 1915. À 6 heures, départ pour marche en sens inverse de la première. Retour à travers champs et bois. Pause au champ d'aviation. Est-ce loin encore où l'on va ? Demande un piou-piou à un paysan. Quand vous serez arrivé, il restera encore 10 kilomètres à faire, lui fut-il répondu. Et tous de rire. Et celle-là. Un autre copain, Carnot, qui chante à une vieille femme qui nous regarde. Marguerite, donne-moi ton cœur. Nous avons ri. Espérons m'apporte un petit paquet de chez moi. À midi, nous mangeons en face de la caserne. À 1h moins 10, départ au champ d'aviation où l'on manœuvre jusqu'à 4h30 par une grande chaleur. Retour, on mange encore en ville. Ce jour, nous avons bu 13 litres, 5 à midi à 4, 8 le soir à 5. Dans ce restaurant, une jeune femme, fumant un paquet de tabac par jour, paye à boire 3 litres de vin à 3 soldats. Couché à 9 heures. Jeudi 23 septembre 1915. Théorie, école du soldat, à 7h30, douche. À la visite, pensée que j'ai entendu dire par un ami, le major examine un jeune malade. Qu'avez-vous, mon garçon ? J'ai une bronchite chronique. Vous reviendrez plus tard. Mais c'est que je suis bien malade, je voudrais passer le conseil de réforme. Attendez que votre maladie soit plus déclarée, je vous réformerai. C'est-à-dire quand vous serez à demi-mort, je reconnaîtrai votre maladie. Et cette autre blague dont j'ai été témoin. Au rassemblement des malades, tous ceux qui n'ont pas été reconnus dans la semaine ont 2 jours de consigne et la prochaine fois ce sera 4 jours. Ainsi, un qui est bien malade et n'est pas reconnu a encore une punition en plus. Il ne fait pas bon d'être malade. Vendredi 24 septembre 1915. Départ 6 heures. Belle marche de 20 ou 22 km par un temps frais. Passé au champ d'aviation, Mably, Saint-Romain-la-Motte. Retour par les Tuileries et la route de Paris à 10h10. Départ pour aller chercher le fusil et la baronnette à Verlet. Soupe à 11h. Le soir, exercice du fusil au champ. Samedi 25 septembre 1915. La nuit, il a tonné et plu. Exercice du fusil au réfectoire. Théorie jusqu'à 10h. Le soir, revue du sous-lieutenant en habit de sortie. Après la soupe, promenade avec Ollier, Gaillard, Redon et Puel. Je me fais couper les cheveux et rentre à 9h15. J'étais porté manquant. Je vais de suite trouver le sergent avec Ollier, et on nous pardonne. Dimanche 26 septembre 1915. Il fait froid, je ne lave pas les treillis mais 2 mouchoirs qui sont à peine secs à 10h. Après la soupe, sortie à 11h, promenade et cinéma de 2h jusqu'à 4h. Le matin, promenade avec Chattard, partie de billard de 8 à 9h30,
perdu de 18 à 20 points. Souper au café, où nous sommes descendus le jour de notre arrivée. Le soir à 7 heures j'entre à l'église. À 9h-5, le train m'amène enfin monsieur que j'attends. Je la conduis vite à l'hôtel et entre essoufflé à la caserne à 9h20. Au poste je passe sans difficulté. J'avais prévenu le caporal de mon retard. À 9h30, le sergent Jansac vient demander si j'étais rentré, le caporal répond. Oui, sergent, il est rentré 5 minutes après l'appel. Quitte encore pour cette fois, je ne veux plus recommencer, car tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Vu le communiqué officiel à l'hôtel de ville, 12 000 prisonniers ont été faits en Champagne. Bravo. Lundi 27 septembre 1915. Exercice dans la cour, former les faisceaux. On vient me demander au poste, j'y vais en courant et trouve M qui m'attend. Je cause, puis demande à Gouffrier de me donner 1 heure de permission, mais il faut que ce soit le sous-lieutenant qui la donne alors ? À 10h je vais dîner à l'hôtel avec monsieur, en un beau tête-à-tête d'amoureux. Entrée à midi et 1/2 heure, après 2 courts adieux. Le soir, 3e vaccin. On va au bureau du sergent-major faire des écritures. Y rentrerai-je ? Je ne désire pas servir la France avec un porte-plume. Mardi 28 septembre 1915. 20 000 prisonniers et 70 canons sont enlevés aux Allemands. Le bras fait mal. Théorie, nettoyage et démontage du fusil et baronnettes. Repos jusqu'à 10h. Revue dans la chambre par le sous-lieutenant, arme ouverte sur le lit. À 1h, premier coup du cardo à Rusias. Il dormait, je lui pends un cardo au-dessus de lui avec la cuillère et du fil entortillé. En se dévidant, le fil fait tourner le quart et l'eau goutte sur le nez de Rusias qui saute sur son lit. Il donne un coup de tête dans le quart qui se renverse. L'eau tombe sur le lit, il est ébahi, et nous rions. À 3h, nettoyage du casernement, le sergent me fait des compliments sur mon pactage, le mieux fait de la chambre. Sortie après la soupe à 5h30. 600 prisonniers Boche. Mercredi 29 septembre 1915. Matin, exercice au fusil dans le corridor jusqu'à 10h. Après la soupe, à midi, départ pour une marche de 20 km avec habit rouge, fusil, baronette, musette et bidon. Retour à 4h30, 20 km en 4h30. Belle promenade avec près de 7 km. Sur le dos, fusil, baronette, bidon, musette, etc. Passé à Vougy, le Perreux, le Coteau. La pluie nous a pris au coteau. Il n'y a eu que 3 ou 4 traînards. Soupe couchée à 8h. Jeudi 30 septembre 1915. Sur les rangs à 5h50. Exercice du tireur sur le champ d'aviation, retour à 10h. Patate, le caporal d'ordinaire crie. Aux patates. Nous nous cachons sous les lits, il nous voit, prend le nom de 3 qui feront le réfectoire ce soir à la soupe. Le soir petite guerre. Nous allons à la rencontre de l'ennemi. Nos patrouilles regardent mal car quand le gros passe où il est caché, nous sommes surpris de les voir sortir de sous les lauriers d'un parc. Nous avons bien ri, exercice sur le terrain d'aviation. Retour à 4h. On nous annonce le départ pour Charlieu demain à 4h15. On nous donne un repas froid, pain, fromage, sardines. Nous touchons le prêt, puis nous bouchons le sac. Couché à 8h. Vendredi 1er octobre 1915. Charlieu. Départ 5h. Réveil 4h. Il fait clair de lune. Nous passons à Vougy, les 3 moineaux, Pouilly où nous trouvons une compagnie venue à notre rencontre, on nous porte nos sacs et nous entrons en ville tête haute, clairon sonnant et arrivons à notre casernement à 10h. Bienvenue du lieutenant. Bon repas, soupe excellente, rôti aux nouilles, quart de vin et fromage, le tout mangé sur l'herbe, à la bonne franquette. On prend enfin possession du logis, lit, couverture, sac à viande, après le rapport de la 27e compagnie. Le soir, vermicelle, plat de pommes de terre avec rôti au cornichon et une poire. Couché à 7h. Samedi 2 octobre 1915. Réveil 5h30, et couché tout habillé, suis engourdi, pas d'eau pour se laver. À 6h30 jusqu'à 9h30, exercice par un froid de loup sur une route sous des arbres, et un très bien du caporal pour un demi-tour bien fait. Au retour, battage des couvertures. À midi, soupe, macaroni et bonne viande, poire. Rapport.
Exercice comme le matin, course à pied, 2e sur 4, on saute un mur, une barrière, on monte sur un arbre, on court, on saute, etc. Rentrée à 4h30. Soupe, patates et carottes, puis plat de viande. Coucher à 8h. Dimanche 3 octobre 1915. Levé à 6h, sorti après avoir fait le lit du caporal qui me nomme son ordonnance. Nous allons à la messe avec Kata et le jeune prêtre. Promenade. Entrée à 10h. Soupe, riz et viande. Sortie à 12h jusqu'à la soupe à 5h. Et visiter l'abbaye, sortie le soir jusqu'à 7h30. À l'appel le soir, aventure de Rostand qui était un peu ivre, par le sergent Vial. Lundi 4 octobre 1915. Levé 5h30. Théorie dans la chambre jusqu'à 7h. Exercice, course, gymnastique. 1er sur 5 dans un 100 mètres, 1er sur 4 dans un 30 mètres de reptation. Soupe à 10h30, soupe grasse, macaroni et viande. À 1h, théorie sur le fusil. À 2h, départ pour la 4e vaccination à l'hôpital. Repos jusqu'à la soupe à 5h30, soupe, pâtes, bœuf en vinaigrette, pommes de terre, fruits. Coucher à 7h car le vaccin commence à piquer. Mardi 5 octobre 1915. Réveil 6h. La tête lourde, je me repose avec les copains, j'écris, je mange, repos jusqu'à 10h. Soupe dans les chambres, soupe, riz au jus et viande très bonne, fruits. Repos jusqu'au soir, soupe, patates et carottes, viande, fruits. Coucher 7h. Mercredi 6 octobre 1915. Matin, théorie jusqu'à 7h. Exercice, course, marche sur les murs, de 7h30 à 9h30. Soupe. Repos jusqu'à 1h. Exercice en campagne, connaissance du terrain, études sur les choses naturelles, sur les accidents, les monts, les vallons, les haies, etc. Utilisation des fossés, des petits talus, des arbres, reptation sur la route, coucher dans un fossé, etc. Puis yeux bandés en tapant sur 2 pierres. Jeudi 7 octobre 1915. Levé 5h. Départ à 5h03 pour 12 à 15 km de marche par Pouilly, Saint-Nizier et Charlieu. Retour à 10h. Soupe. Soir, jeu dans la cour jusqu'à la soupe. Corvée de lavage. Vendredi 8 octobre 1915. Théorie sur la patrie et sur le drapeau jusqu'au départ pour l'exercice. Exercice en chemin sur une route à l'est de Charlieu. Retour à 10h. Soupe. Soir, utilisation et connaissance du terrain. Puis, petite guerre, assaut d'une ferme au sommet d'une croupe. En partant pour se défiler sous un taillis, mon pied glisse dans la vase et je ramasse une pelle magistrale. Je me relève dégoûtant d'eau sale qui me goutte le long du nez, les habits, les souliers pleins de boue sous les rires des copains cachés. Je me nettoie le bec et reprends ma place le long d'une haie. Retour à 4h30. Nettoyage de tous mes vêtements qui sont affreux. Mes copains qui ont rampé sur le ventre et sur les coudes sont presque aussi sales que moi. Soupe à 5h30. Coucher 7h. La lettre à la fiancée, dessin de Lucien Murat, 8 octobre 1915. Samedi 9 octobre 1915. Théorie sur la charge puis tir de 3 cartouches à blanc. Mais je n'ai pas le temps de les tirer, car à 9h30 on part pour la soupe, ce sera pour une autre fois. Au retour appel des permissionnaires, Ollier, Dufour, Roussel qui ont été plus débrouillards que moi, il faut l'avouer, partent à 11h22 et doivent rentrer lundi. Repos. À 1h, rassemblement. On descend au magasin où on nous donne une chemise, un caleçon, une ceinture de flanelle. Puis départ pour tirer les 3 cartouches que nous n'avons pas eu le temps de tirer ce matin. C'est mon premier tir et ma foi ça a bien marché. Léger sursaut de larmes entre mes doigts, mon œil droit s'est fermé sous le choc mais je pense avoir tiré juste. Ayant bien pris ma ligne de mire, seulement impossible de m'en rendre compte car ce sont des cartouches à blanc. Retour. Asticage de larmes, revu à 4h par le sergent Vial. Dimanche 10 octobre 1915. Levé à 6h30. Montage du pactage, nettoyage d'hiver jusqu'à 8h. Repos jusqu'à la soupe, sortie en ville à midi jusqu'à 2h. Lecture sur le lit jusqu'à la soupe. Petite promenade puis entrée au lit à 8h. J'envoie ma photo. Lundi 11 octobre 1915. Matin exercice habituel, la pluie nous surprend, nous rentrons et faisons le nettoyage de nos armes. Le soir, service en campagne, attaque des fermes, utilisation du terrain.
Le soir, je vais faire 2 listes au bureau du sergent-major. Mardi 12 octobre 1915. Matin, exercice sur la route sud-est de Charlieu, Pont-de-Pierre, pluie. Entrée à 10 heures. Soupe. Soir, exercice en campagne. Essai de sentinelle fixe. Rôle. Il pleut, nous restons et faisons l'exercice et la théorie dans la chambre. Toucher prêt et tabac. Le lieutenant entre et demande s'il y a des hommes qui ne fument pas. Je lève la main. Il nous dit de fumer. Le curé dit : Jusque-là, je n'ai jamais fumé. Eh bien, il faudra vous apprendre. Sitôt sorti, il roule une cigarette et s'exerce à l'allumer et à tirer maladroitement, ce qui nous fait rire. Soir puis. Jeu dans la cour puis on nous rassemble et on nous divise en 3 groupes. Comme à Roanne, je me trouve au 2e groupe et je me débrouille pour rester à la 8e escouade. Le sergent Vial me fait passer au 3e rang pour être avec lui. Le soir nous changeons de lit. Coucher à 7 heures. Mercredi 13 octobre 1915. Matin, exercice jusqu'à 10 heures sur la route de Saint-Denis de Cabane. Retour soupe. Le soir, jeu dans la cour puis couture des habits de drap. Revue. À la soupe, incident. Le fourrier entre, prend les noms de tous les hommes qui couchent en bas et annonce que le quartier est consigné jusqu'à nouvel ordre. Cause. Chérout André a la fièvre cérébrospinale et est évacué à Roanne. La porte est fermée, défense même d'aller chercher de l'eau. Puis on nous distribue un liquide chaud pour gargariser la bouche, et on nous bouche le nez avec une pâte camphrée. Coucher à 8 heures. Jeudi 14 octobre 1915. Au réveil, ordre de fumer sous peine de punition. Défense de sortir de la chambre pour aller dans les autres. Le matin, je vais faire des étiquettes au bureau du chef pendant que les autres font l'exercice dans la cour. Sur le journal, je vois que les Austro-Allemands ont attaqué les Serbes qui commencent à leur passer la frottée de l'autre côté du Danube. Les Russes gagnent partout vers Devinsk. Ils mettent les Autrichiens en déroute en Galicie, traversent le Straipa et font 2000 prisonniers. Le soir, je continue de travailler, je tamponne les étiquettes. Séance de couture. Revue à 4 heures par le lieutenant qui fait au sergent Vial des compliments sur la tenue de notre section. Cela est fait pour faire rager le sergent-major qui est mal avec le sergent Vial et le capitaine L. Je fais la liste d'appels. Je me couche. À 9 heures, il paraît qu'il y a eu contre-appel par Luigi, sans doute qu'il cherchait à mettre le sergent Vial en défaut pour se venger de son échec de la journée, mais tout le monde est bien couché. Vendredi 15 octobre 1915. Réveil théorie. Les autres font l'exercice, moi je fais des étiquettes pour leur atelier d'armes. Je vais les rejoindre à 9 heures. Mais le sergent me donne d'autres travail que je termine juste à la soupe. Je reviens en arrière pour citer un fait. Mercredi soir, quand nous avons su que la méningite cérébrospinale était dans nos rangs avant le coucher, les soldats de la première section se sont mis à genoux, ils étaient 50, et ils ont dit leur prière en voulant dire si nous devons mourir, nous serons prêts. À la soupe, je sais. On m'a dit qu'on a établi des permissions de 24 heures. Je demande au caporal s'il m'a inscrit car la liste est déjà au bureau. Le sergent me dit que je suis marqué. Je ne lui en avais pas parlé, mais je m'aperçois qu'il m'a porté d'office, voulant sans doute être reconnaissant des services que je lui rends. Le soir nous sortons tous louer une auto qui nous prendra à 10 heures à la caserne. Nous sommes 5. Coucher à 8 heures. Samedi 16 octobre 1915. Exercice en habit de drap au terrain du Gatelier. Au retour nous trouvons nos permissions établies, nous préparons vite notre musette et sautons en auto sans manger. À 10h40 nous partons. À 11h nous arrivons à Roanne après avoir fait 20 km et écrasé une poule en route. En arrivant à Roanne un pneu crève, nous filons à la gare à pied et prenons nos billets pour Clermont-Ferrand. À 1h20, nous arrivons à Saint-Gérand-le-Puy. Le voyage se fait gaiement, nous mangeons un morceau. Arrivé à Brassac à 18h. À 19h je suis chez moi. Mes parents, je les trouve à la passerelle. Souper de famille. Coucher de 9h à 5h. Dimanche 17 octobre 1915. Je réveille tout le monde. J'allume le feu, je me lave, cire, etc. À 10h,
Je vais au bureau et suis content de retrouver mes camarades et employés que j'ai quittés il y a 1 mois et demi. Après dîner, je vais à la gare et trouve Marguerite qui est épatée. Le soir, souper de famille. Train à 8h40 jusqu'à Saint-Germain-des-Fossés à minuit. De minuit à 4h, repos dans un wagon avec les amis et bon nombre de soldats de toute arme. Lundi 18 octobre 1915. Arrivé à Roanne à 5h20 et à 6h30 à Charlieu, juste à temps pour prendre les treillis, sacs et fusils et partir à l'exercice jusqu'à 10h30. Soupe à 10h15. Le soir, écriture pour le sergent. J'en suis heureux car je suis un peu là. Je me tire bien de ce travail vite fini et termine la soirée, couché sur mon lit, les yeux mi-clos, une cigarette au bec. Après la soupe, vite au lit car j'ai sommeil. Mardi 19 octobre 1915. En effet, de 7 à 5h30, je ne fais qu'un somme et je suis très dispo au réveil. Nous allons au tir et j'ai l'honneur d'avoir très bien avec 2 camarades, Rochette, Courniot. Au retour, je fais des silhouettes pour le tir de ce soir. Soupe, on nous classe par 10 et je suis nommé chef de table. Le soir, nous n'allons pas au tir car il n'y a plus de cartouches. Nous faisons des jeux dans la cour. Puis, le lieutenant demande des élèves au peloton. Je suis présenté d'office par le sergent. Sur 40, 20 sont adoptés. Le chef nous fait des recommandations car il veut des pommes, et non des moules. 2 s'en vont car ils ont déjà peur. Vendredi, nous commencerons à commander. Donc, je suis élève caporal. Mercredi 20 octobre 1915. À la théorie, le sergent m'annonce que je ferai les fonctions de caporal de la 8e escouade pour le prêt. À midi, je fais ma liste. Nous allons à l'exercice jusqu'à 9h30, vers le cloître des Cordeliers. Un cycliste vient annoncer au lieutenant que le commandant nous attend dans la cour, présenter armes. Soupe. Rassemblement, repos et reprise à 1h par le commandant. De 1h à 4h, nous restons debout dans la cour. Le commandant nous regarde tous, chacun notre tour. Enfin à 4h30, nous montons dans nos chambres. Soupe à 5h30. Jeudi 21 octobre 1915. Levé 5h. Départ à 6h pour une marche de 16 km, veste dans le sac. Itinéraire, Charlieu, Chandon, Saint-Denis-de-Cabane, Charlieu. Très belle promenade par un beau soleil. Rentrée à 9h15, soit 3h pour 16 km, 5 km 300h. Le soir, gymnastique et jeux puis lavage. Je fais laver mes effets, car le chef veut que les élèves caporaux soient des modèles de propreté. Rapport. Soupe. Sortie en ville, j'achète des moletières. Vendredi 22 octobre 1915. Corvée de tir à 6h de la 7e escouade. Descente des Chalits, polochons et tréteaux pour les changer avec ceux de Roanne en laine. Départ à 7h pour le 2e tir. J'ai pris mes moletières. Tir, je ne réussis que bien. Au retour, nous allons prendre un bain-douche à 2 sous, après avoir aidé les autres sections à recharger nos chalits sur des voitures. Retour des douches, nous allons à la gare chercher des polochons et des paillasses, nous en prenons chacun un. Après la soupe, nous retournons à la gare 3 fois chercher les chalits et pieds. Les gens s'amusent de nous voir chargés comme des ânes. À 4h, revue du casernement par le lieutenant, car nous avons monté tous notre lit. Ensuite conférence sur la dépopulation par le lieutenant Levivier. Sortie en ville. Samedi 23 octobre 1915. Départ. Les élèves caporaux sont réunis à part sous le commandement du chef Luigi. Nous faisons des exercices élémentaires de gymnastique très sérieux et très pénibles, car notre chef veut faire de nous des hommes. Nous faisons au moins 1 kilomètre, pas de gymnastique, puis nous nous commandons les uns les autres. Avec un appétit formidable et les mains chaudes, il avait gelé dur et nous avions fait les positions avant et sur le dos, la main à terre sur le sol blanc de gelée. Nous entrons à la caserne à 10h. On nous mettra à part dans une chambre avec le meilleur caporal de la pompe avec nous, Béguin. Je suis content de ce nouvel exercice. Le soir après la soupe, saut en longueur et gymnastique par les élèves du peloton. Avec Chabrol, je saute le plus loin. En gymnastique, nous réussissons le mieux aussi, et je vois que le caporal est déjà content de moi. Nous plaçons nos lits en bas dans 2 salles. Je fais l'appel et liste des acheteurs de théorie. Je trouve le sergent Vial dans le corridor, il me demande.
Eh bien, vous êtes installé? Mais oui, sergent. Mes meilleurs soldats qui partent, dit-il en hochant la tête. Je lui réponds. Mais sergent, nous penserons à vous quand même. C'est vrai? Qu'il demande en souriant. Mais bien sûr. Je sors en ville après la soupe chercher mes treillis que j'ai fait laver. À 7 heures au lit. Dimanche 24 octobre 1915. Réveil à 5 heures. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.